l'écoute du travail, le podcast qui traite des questions du travail et de la santé au travail dans une perspective critique, politique et émancipatrice. La prospective, c'est pas de la prédiction, c'est pas de la prévision. Notre boulot, c'est de mettre en évidence des futurs possibles. Serons-nous tous remplacés dans quelques années par des robots et par des intelligences artificielles ? Les prédictions sur la fin du travail ont encore beaucoup de beaux jours devant elles. Ce qui est certain, c'est que l'intrusion et le développement des nouvelles technologies dans l'industrie ou les services a déjà des conséquences sur le travail et son organisation. Le progrès technologique, lorsqu'il n'est pas pensé en dehors de sa rentabilité économique à court terme, n'est en général pas spontanément porteur d'amélioration des conditions de vie et de travail. Et justement, les nouveaux métiers que l'on a vu se développer récemment grâce à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication nous feront craindre une généralisation de la précarité, des nouvelles formes d'aliénation et une perte d'autonomie. Ces contraintes, en plus d'avoir des conséquences sur la santé des travailleurs et des travailleuses, peuvent également remettre en cause notre modèle social. C'est pour cela qu'il faut d'ores et déjà penser le travail de demain. Vous avez bien entendu, dans ce 4e numéro, il n'est pas question de prédiction, il n'est pas question de prévision, il est question de prospective. De prospective et de santé au travail. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui, on va parler travail, bien entendu, puisque c'est le podcast à l'écoute du travail, mais travail de demain, travail du futur. À quoi ressemblera le travail de demain ? Est-ce qu'on aura été tous remplacés par des robots ou par une intelligence artificielle ? Comment vont évoluer les risques professionnels dans les prochaines décennies ? C'est la question qu'un grand nombre d'entre nous se pose, une question qui revient aussi très régulièrement finalement dans les médias, et une question que se pose l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, à travers ses différents travaux de prospective qui visent à explorer les futurs possibles et leurs répercussions sur la santé au travail. Alors pour en parler aujourd'hui, je reçois Michel Herry. Bonjour Michel Herry. Bonjour. Tu es chargé de la mission veille et prospective à l'INRS, donc comme je le disais, l'Institut national de recherche et de sécurité. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux présenter donc à nos auditeurs, les personnes qui auront téléchargé ce podcast, l'INRS ? Alors l'INRS, c'est l'organisme de référence en matière de prévention des risques professionnels en France. C'est dans le grand système de prévention des risques professionnels de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc on a des rapports étroits avec la direction des risques professionnels, on a des rapports étroits avec les CARSAT, les anciennes caisses régionales d'assurance maladie, et on œuvre à mettre en place un certain nombre d'actions de prospective, mais d'actions de prévention plus globalement dans l'Institut. Pour faire simple, on a 4 fonctions principales. Une fonction de recherche avec un centre de recherche en Lorraine. Ça occupe à peu près 250 personnes. On a aussi une fonction d'assistance, c'est-à-dire assistance tous azimuts, auprès des ministères, auprès des particuliers, auprès des CSE, auprès de qui veut nous solliciter, des médecins du travail, etc., etc. On a aussi une action de formation. On forme de plus en plus des formateurs dans une logique de démultiplication des activités de formation. Et puis on a aussi une activité d'information. On fait un certain nombre de produits d'information, des revues, un journal qui est assez connu parce qu'il est largement diffusé dans beaucoup d'entreprises, c'est Travail et Sécurité. Voilà, et des brochures. Enfin, on a une activité assez large et tous azimuts. Beaucoup de produits également pour les médecins du travail dans les services de santé au travail. Oui, les médecins du travail, les CSE, les fonctionnels de sécurité, enfin tous ceux qui travaillent sur la prévention des risques professionnels peuvent trouver chez nous un appui et puis un certain nombre de docs. D'accord, bon, très bien, merci. Donc ça fait une bonne introduction un petit peu pour savoir ce qu'est l'INRS. Alors pour les personnes qui sont intéressées, vous pourrez retrouver donc toute cette documentation, tous ces travaux, y compris des travaux de recherche sur le site internet de l'INRS, donc www.inrs.fr. Alors si on rentre maintenant dans le vif du sujet de la prospective, la première question qui vient, c'est qu'est-ce que c'est la prospective ? À quoi ça sert ? Et pourquoi on fait de la prospective dans un organisme comme l'INRS ? Alors je vais déjà te dire ce que c'est pas la prospective. La prospective, c'est pas de la prédiction, c'est pas de la prévision. C'est-à-dire qu'on n'a pas une fonction de monsieur ou de madame météo. On décrit pas le travail de demain.
Notre boulot, c'est de mettre en évidence des futurs possibles, dont on sait que, bien qu'ils soient possibles, ils n'ont aucune chance de se réaliser, en tout cas tels qu'on va les décrire. Et donc notre but, c'est pas de faire un bulletin météo, mais c'est de mettre en évidence un certain nombre de ce qu'on appelle des moteurs, un certain nombre de variables, de facteurs dont on pense qu'ils vont fortement influer sur le travail dans les années qui viennent, sur les conditions de travail, sur les risques professionnels, sur la prévention des risques professionnels. Donc notre boulot, en fait, c'est d'identifier ces moteurs, voilà, et puis de les suivre ensuite pour voir effectivement comment ils évoluent, et parce qu'on pense que ces moteurs sont un petit peu prédictifs de la façon dont les conditions de travail, dont les risques professionnels vont évoluer dans les années qui viennent. Donc c'est ça qui est important à dire, c'est que vous, l'objectif de cet exercice-là, dans le cadre des travaux de l'INRS, c'est vraiment d'essayer, pas d'anticiper, mais d'avoir cette démarche de prospective, mais plutôt tournée sur les conséquences pour les risques professionnels, la santé au travail. C'est même notre objectif à 100%. Le reste n'est qu'un outil. Quand on fait un scénario, puisqu'on va en parler, quand on fait un scénario, c'est dans l'objectif de mettre en évidence un certain nombre de facteurs qui vont avoir une importance sur l'évolution des conditions de travail, sur les risques professionnels, je l'ai déjà dit, parce que c'est pas tout à fait un hasard si on fait ça pour le conseil d'administration de l'INRS, qui est amené à orienter la politique de l'Institut. Donc notre objectif, c'est d'attirer leur attention sur un certain nombre de points qui vont avoir une importance demain. Alors pourquoi ? Parce que simplement, il y a un chercheur ou un expert en santé-travail, ça se découvre pas au coin d'un bois. Il a travaillé, elle a travaillé avant, elle a appris son métier. Et il apprend quand il arrive à l'INRS pendant 2 ans, 3 ans, il apprend des choses. Et donc, dans une situation où les postes sont rares, où les budgets se raréfient, c'est important d'avoir, de bien orienter ces embauches. C'est important aussi de bien orienter nos programmes. Quand on décide de travailler sur un sujet, il faut qu'on ait un certain nombre d'indices sur le fait que ça va être utile aux travailleuses et aux travailleurs qui nous financent. Donc, le conseil d'administration, il a besoin, alors il est souverain bien sûr, il décide, mais il a besoin qu'on lui fournisse des éléments, et c'est un peu notre rôle. Alors après, il en fait ce qu'il veut, mais nous, sur des sujets variés qui sont choisis en accord avec ce conseil d'administration, eh bien, on essaye de réfléchir à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, des fois à 20 ans. Alors, c'est quoi la composition, parce qu'on l'a peut-être pas évoqué, du conseil d'administration? Le conseil d'administration, c'est un conseil typiquement sécurité sociale, c'est-à-dire paritaire, moitié représentant des organisations professionnelles, moitié représentant des organisations syndicales. Donc voilà, c'est du paritarisme pur et dur. D'accord, donc on comprend bien que finalement, pour essayer d'anticiper un petit peu la politique de l'organisme et finalement les actions de prévention, c'est à la demande du conseil d'administration que vous faites un peu ces travaux de veille et de prospective, quoi. Concrètement, on leur propose régulièrement, tous les ans ou tous les 18 mois, 2, 3, 4 sujets qui nous paraissent possibles, et c'est eux qui choisissent ce sur quoi ils souhaitent qu'on travaille. Alors ça a donné successivement les robots d'assistance physique, on a commencé par ça. Ensuite, les nanomatériaux. Le 3e sujet, ça a été qu'est-ce qu'on fabriquera en France en 2040. Le 4e, c'est une déclinaison du 3e, c'est-à-dire quelles activités de plateforme en 2027, quels sont les Uber de demain, ou les Uber, je ne sais pas comment on dit, de demain, et quelles vont être les conséquences en termes de risque, en termes de prévention. Et puis là, on vient de terminer le 5e, qui est économie circulaire, et on a déjà entamé le 6e, qui est quelle formation à la prévention des risques professionnels en 2030. Donc voilà, et on a commencé ça en 2013. En 2013, d'accord, c'est la question que j'allais te poser. Le dernier en date d'économie circulaire, je rappelle pour les personnes qui nous écouteront, a été restitué au comité économique, social et environnemental le 17 avril dernier. Vous allez publier la restitution des
de ces discussions et de cette restitution? Alors la synthèse de nos travaux qui doit faire dans les 330 pages, elle est déjà en ligne sur le site INRS, INRS à la rubrique prospective, et il y a une synthèse de la synthèse plus modeste en volume qui fait 20 pages et qui est aussi en ligne, c'est déjà visible par toutes et tous. D'accord. Eh bien, on renvoie vers le site internet de l'INRS pour cela. Alors, la deuxième question qui vient, parce qu'on comprend bien finalement quels sont les objectifs de ces travaux de prospective, mais comment on s'y prend concrètement pour que les gens comprennent, quoi? C'est quoi la méthode? Comment on fait concrètement, en fait? Alors concrètement, et ça, moi j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est notre réalité quotidienne, c'est un travail d'équipe. Alors c'est un travail d'équipe au sein de l'INRS. Alors il y a 2 personnes à la mission prospective, Marc Malenfer et moi, mais on a des collègues qui viennent travailler avec nous pour 6 mois, 8 mois, 1 an. Alors c'est pas leur activité à 100%, mais ils viennent travailler avec nous sur tel sujet pendant toute la durée de l'exercice. Et puis surtout, c'est aussi une façon de s'associer avec des partenaires extérieurs. Alors ça peut être des universitaires, ça peut être des entreprises, ça peut être des collègues de CARSAT, enfin voilà, tous azimuts, on n'a aucun interdit, ça peut être des représentants de syndicats de salariés ou de représentants de syndicats de patrons. On n'a aucun interdit, l'objectif étant quand même de recruter des gens qui sont beaucoup plus compétents sur le sujet que nous ne le sommes. C'est-à-dire que on est dans une logique d'entonnoir. On commence, quand on fait un exercice de prospective, on commence par voir les choses de façon assez large. Par exemple, les robots d'assistance physique, faut d'abord savoir ce que c'est qu'un robot d'assistance physique, à quoi il sert, comment il est construit. Donc on commence par ça. Et puis au fur et à mesure de l'avancement de l'exercice, on descend dans l'entonnoir, et quand on descend dans l'entonnoir, on s'intéresse de plus en plus à ce qui est notre cœur de mission, la prévention des risques professionnels. Et le produit de sortie, ce sont des scénarios. Alors des scénarios pour illustrer les choses, c'est quand même plus facile que quand on veut expliquer quelque chose aux gens, de leur raconter une histoire un petit peu avec des anecdotes, ça marque un peu plus les esprits, mais surtout ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire des moteurs, des choses qu'on conseille de suivre. Alors, je prends un exemple, parce que là, ça paraît peut-être un peu abstrait, mais plusieurs de nos exercices ont été consacrés à la question de l'organisation du travail, à travers le robot d'assistance physique, à travers la plateformisation, à travers la production en 2040. Et on a besoin de gens vraiment compétents là-dessus, et au fur et à mesure qu'on descend dans l'entonnoir, on a besoin de s'intéresser aux conséquences en matière de conditions de travail, aux conséquences en matière de risques professionnels. Et donc, ça c'est un moteur, c'est typiquement un moteur, ce sont plusieurs moteurs, c'est quelle va être l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Donc nous on suggère aux membres de notre conseil d'administration de suivre ça. Comment va évoluer la robotisation dans l'entreprise? Est-ce que ça va être une robotisation autonome, ou est-ce qu'on va plutôt avoir une cobotisation, c'est-à-dire des hommes qui travaillent avec les robots? Est-ce que ça va rester dans l'industrie, ou est-ce que cette logicialisation, cette présence des technologies de l'information et de la communication, ça va aussi avoir des effets dans les services? Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qu'on a mis en évidence, et en fait on s'appelle mission veille et prospective, donc ça c'est la partie prospective. Mais une fois qu'on a fait la prospective et qu'on a identifié ces facteurs importants, ces facteurs transformants, on va suivre l'évolution dans le temps, à 2 ans, 3 ans, 4 ans. On commence... Premier exercice étant en 2013, on commence à être à plus 6 là, et voir si un certain nombre d'hypothèses qu'on avait formulées se réalisent ou pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est l'hypothèse en elle-même, et de voir comment elle évolue. Peu importe de savoir si on a eu raison ou si on a eu tort. Enfin, je veux dire, la preuve du pudding, c'est qu'il se mange, quoi. Et c'est donc de voir aujourd'hui où on en est. Et donc, ce faisant, je pense qu'on peut aider, enfin, c'est notre objectif, on peut aider nos administrateurs à se positionner, comme je l'ai dit au début, sur un certain nombre de sujets, dans la définition des programmes, dans la définition
des études, le choix des études, enfin ce genre de choses. Alors c'est à la fois ambitieux et puis c'est quand même extrêmement modeste, hein, puisque encore une fois ce qu'on dit c'est bah oui, ça pourrait être comme ça, et en aucun cas ça va être comme ça. Enfin ça je crois que tu l'as compris, quoi. Bah, en préparant en préparant cette émission, j'ai bien compris qu'effectivement il y avait toute une série de scénarios possibles et que voilà, il n'y avait pas de choix formalisé particulièrement. Moi, ce que je voudrais quand même comprendre, c'est que quand on arrive à cette première réunion où vous avez réuni des gens sur la base de leur expertise, alors on pourra se demander d'ailleurs si aujourd'hui le fait d'être un ultra expert du domaine, c'est pas finalement un handicap quelque part, parce qu'on est peut-être un regard biaisé sur les enjeux comment dire, du secteur où on évolue. Donc ça, c'est une question finalement que j'avais pas prévue, mais que je pose quand même comme ça. Et puis la deuxième, c'est finalement à la première réunion, qu'est-ce qu'on dit aux experts? Enfin, on arrive avec un document, on leur dit finalement, c'est un énorme brainstorming, on leur dit essayez d'imaginer un peu les différents scénarios. Enfin, comment on les pose ces scénarios? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question, mais la première est extrêmement intéressante. La deuxième question, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on suit un cadre extrêmement strict. Alors, on est accompagné par Futurible dans cette affaire. Donc, Futurible a développé la méthode des scénarios contrastés. Alors, souvent, effectivement, on rédige des scénarios, mais on le fait pas de façon systématique. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais la première réunion, elle est consacrée en partie à bien expliquer aux gens que notre produit de sortie, il doit avoir à voir avec la santé et la sécurité au travail. C'est pas évident pour beaucoup d'entre eux. Mais bon, on leur dit, voilà, vous êtes libres, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais comptez sur nous pour vous ramener toujours à la prévention des risques professionnels. Et ça se fait très bien, enfin, on apprend à se connaître et les groupes se font très bien. La première réunion, elle est aussi consacrée à un brainstorming assez libre, dans lequel on demande justement aux gens de définir ce qu'on appelle les variables. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va avoir une influence sur le sujet qu'on va utiliser. Donc là, c'est un brainstorming général, chacun venant avec ses compétences, sa vision du monde, sa formation. Et donc, certains vont nous dire, c'est une histoire de la démographie, c'est une variable importante, il va falloir la suivre. Bon, d'autres vont nous dire, telle technique qui va aider les robots à se mouvoir, c'est ça qu'il faut suivre. D'autres vont nous parler d'acceptabilité de la robotique. Enfin voilà, tout ça va aller tous azimuts. On va beaucoup discuter lors de la première réunion. On va, par des outils informatiques, éventuellement les faire voter entre la première et la deuxième réunion. Et quand on va sortir de la deuxième réunion, on aura 12, 14, 16, 18 variables qui vont nous aider à décrire le système. C'est-à-dire que le robot d'assistance physique, d'ici 2030, il va évoluer comme ça dans tel domaine, comme ça dans tel domaine. Mais en fait, comme ça, c'est pas comme ça. C'est comme ça ou comme ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de formuler des hypothèses. C'est-à-dire que pour chacune de ces variables, une personne va être chargée d'une variable et on va lui demander, dans un premier temps, de remonter en arrière. De remonter 20 ans en arrière et de nous raconter par écrit comment cette variable a évolué au cours des 20 dernières années. Et puis, ça va obliger donc la personne à faire le point dans sa tête, avec un peu d'aide de bibliographie, sur la façon dont elle a vu évoluer les choses pendant 15 ou 20 ans. Et à partir de là, on va lui dire, maintenant, sur cette base-là, qu'est-ce que vous voyez pour les 15 ou 20 années qui viennent? Qu'est-ce que vous voyez en termes de continuité? Mais qu'est-ce que vous voyez en termes de rupture possible? C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez que la technologie puisse changer complètement et introduire dans les 15 ou 20 prochaines années un changement qui fait que le paradigme d'aujourd'hui va être complètement dépassé. Donc, la réflexion, elle est libre, mais elle est très accompagnée. C'est-à-dire que leur réflexion dans les 20 ans qui viennent, elle se fait sur la base des 20 ans passés. Mais elle se fait aussi sur la base de la confrontation avec des collègues d'autres disciplines.
qui s'intéresse aussi aux robots d'assistance physique, mais qui s'y intéresse d'un point de vue sociologique ou d'un point de vue économique. Et donc, l'objectif à la fin, c'est que chaque responsable de variable formule des hypothèses, 3 ou 4 hypothèses, donc des hypothèses de continuité, des hypothèses de rupture, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc on va se retrouver avec 15 à 17 variables, avec 3 ou 4 hypothèses par variable. Et là, on va combiner, alors, de façon pas du tout aléatoire, de façon très réfléchie, les hypothèses de chaque variable. C'est-à-dire que chaque scénario va reprendre une hypothèse d'une variable. Alors, il y a des fois des hypothèses de variables qui sont complètement qui s'excluent, quoi, ouais, contradictoires, et donc on va pas pouvoir faire une combinaison. Et donc le boulot final, c'est de faire des combinaisons de ces variables. Et c'est comme ça qu'on arrive au scénario. Donc les scénarios, encore une fois, c'est bien, ça permet de raconter des histoires, ça permet d'illustrer les choses, ça aide à comprendre. Mais encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, ce sont des combinaisons plus restreintes de 2, 3 ou 4 variables qui vont justement nous donner ces moteurs qu'on va suivre dans les années qui suivent et qui vont nous permettre peut-être, c'est ce qu'on espère, d'avoir un temps d'avance sur la réalité. C'est-à-dire que peut-être 2 ans, 3 ans, si on a de la chance, 5 ou 6 ans avant, on aura pu décrire partiellement la réalité. Alors, donc, tu te réhydrates un petit peu, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, tu as un petit peu, la voix un petit peu cassée. Donc, j'espère que ça va aller. Simplement, alors justement, on voit qu'il y a énormément de variables et ça peut donner tout un tas de scénarios possibles. Alors, tu parlais tout à l'heure d'entonnoir, j'imagine que c'est ça l'entonnoir. C'est comment on fait à un moment donné des arbitrages, même si voilà, on comprend bien que les scénarios, c'est basé sur un certain nombre d'hypothèses et de variables combinées les unes avec les autres. Mais quand on a une bonne dizaine de variables avec des hypothèses probablement différentes pour ces différentes variables, comment, finalement, on opère des choix, comment on coupe un certain nombre de scénarios ou de variables de ce scénario-là? En fait, ça se fait assez naturellement. Il y a, à force de discuter, alors là, on en est à 7 ou 8 réunions en commun, il y a une sorte d'intellectuel collectif qui s'est constitué. Et notre objectif, en fait, c'est d'avoir 3, 4, 5 scénarios très contrastés. Et donc, après une journée de conversation plus ou moins franche, des fois assez franche même, on arrive à ce choix des 3, 4, 5 scénarios. Il y en aurait mathématiquement des centaines, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas de sens. Et puis, ça ne nous intéresse pas d'avoir 6 scénarios qui ne se différencieraient que par quelques éléments pas très très importants. Alors je reviens à ta première question concernant les experts. Ce que j'ai décrit, c'est un processus assez simple. En fait, pour l'exercice Production 2040, qui a été l'exercice le plus ambitieux qu'on ait conduit jusqu'à présent, on ne s'est pas contenté d'avoir un groupe projet de 8 personnes qui ont beaucoup réfléchi pendant 18 mois. On a aussi mené d'assez nombreux ateliers avec d'assez nombreux experts externes à qui on demandait de venir discuter avec nous une journée sur un sujet précis. Par exemple, demain, est-ce qu'on sera tous travailleurs nomades ? Demain, est-ce qu'on sera dans une société du risque zéro ? Enfin voilà. Donc, à chaque fois, on demandait à 12, 14, 15 personnes de venir discuter avec nous. Et là aussi, dans un cadre assez bien organisé. C'est-à-dire qu'on leur demandait de répondre à 4 questions. Et pas question que 15 personnes venant d'horizons divers et qui se connaissent pas partent vaticiner sur des sujets différents. Donc, ils répondaient à ces questions. Alors, ils répondaient ce qu'ils voulaient, hein, quand même un peu de liberté. Mais les 80 ou 90 experts qu'on a fait venir venaient d'horizons extrêmement différents, hein. On avait tout le monde de l'entreprise représenté, hein, donc des gens de la production, des gens de la santé et sécurité au travail,
des syndicalistes, directeurs, représentants de branches professionnelles, représentants des confédérations, mais on avait aussi des universitaires, des gens du monde académique qui nous ont fait l'amitié de venir. On avait aussi des élus locaux. On a eu un prix Goncourt, Alexis Génie, qui a eu la gentillesse de venir. Voilà. Et donc, on a eu 80 ou 90 personnes vraiment d'horizons tout à fait différents, avec des points de vue tout à fait différents. La grande richesse de la prospective, c'est la diversité des approches. Alors, j'ai dit tout à l'heure que on met ça à profit en interne. En interne, c'est le directeur général qui le dit, donc je suis autorisé à le répéter, que c'est un des vecteurs de la pluridisciplinarité, un moyen de faire travailler des collègues qui n'ont pas du tout la même formation, qui n'ont pas les mêmes modes d'intervention, voilà, et de les réunir. Mais c'est aussi pour nous un moyen de nous associer à des gens de l'extérieur et qui arrivent avec leur richesse. Alors ça va pas quelquefois sans éclat de voix. Alors on a affaire à des gens très bien élevés, donc ça monte pas bien haut, mais il y a des désaccords qui s'expriment. Alors l'intérêt de la prospective, c'est que nous, les désaccords, ça nous va très bien, puisque comme on fait des scénarios contrastés, on a toute l'attitude pour introduire des accords dans nos résultats. Donc c'est très très bien, mais c'est surtout très très enrichissant. Alors, je vais te laisser un petit peu boire encore un peu pour te rafraîchir la voix. Simplement pour revenir, donc on a très très bien compris cette partie-là, donc merci beaucoup. Je pense que ça peut être vraiment très très utile pour celles et ceux qui nous écoutent. Je voudrais simplement rappeler, tout à l'heure tu as fait mention donc, de Futurible, qu'on peut trouver sur leur site internet tout un tas de productions sur la démarche de prospective et notamment les différents outils qui existent pour réaliser ces prospectives dans différents domaines. Donc je renvoie à leur site internet, Futurible, on tape ça sur Google, on trouve ça assez facilement. Et il y a une note d'analyse, la note d'analyse numéro 11 de novembre 2014 qui s'intitule « Méthode de prospective, une boîte à outils hétérogène », qui a été coécrit par Cécile Dezonnet, qui est directrice d'études à Futurible, et François de Jouvenel, qui est directeur de Futurible. Donc moi, je renvoie à ce document dans lequel j'ai trouvé des éléments tout à fait intéressants pour illustrer les différentes méthodes qui existent pour réaliser de la prospective. Alors, il se trouve que par ailleurs, ce sont les deux experts de Futurible avec lesquels on travaille le plus. Bon, ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors, maintenant qu'on a bien compris un petit peu la démarche, la question qui vient, et que je voudrais te poser, si ta voix te permet maintenant de repartir peut-être dans une longue explication, c'est quelles sont les grandes conclusions aujourd'hui que vous avez pu tirer de tous ces exercices, quels sont les points communs et les grandes réflexions que vous dégagez et qui en découlent? Alors, je vais répondre indirectement à ta question, mais on finira par y arriver. Je vais partir de Production 2040. Donc, Production 2040, encore une fois, c'est notre exercice le plus ambitieux. On a fait venir 80 experts. Avant, on avait conduit une quarantaine d'interviews différentes auprès de collègues de la DRP, auprès des responsables de risques professionnels de grands groupes. Enfin voilà, donc à peu près 120 experts. Il y a quelque chose qui nous a absolument frappé, c'est que quelle que soit leur provenance, quel que soit leur métier, tout le monde nous parlait de technologie de l'information et de la communication, tout le monde nous parlait de robotisation, tout le monde nous parlait d'automatisation. Alors voilà, c'était aussi tout à fait dans l'air du temps, puisqu'il y avait des travaux d'Oxfordiens qui prédisaient grosso modo la suppression de la moitié des emplois, donc ça marquait les esprits, mais quand même c'était tellement général que ça pouvait pas nous laisser indifférents. Alors donc ces trois exercices que tu as cités, robot d'assistance physique, production 2040, plateformisation, ils sont beaucoup organisés autour de ce que j'appelle la logicialisation des activités, ce que les Américains appellent la digitization. C'est grosso modo, il y a du logiciel partout, quoi. Il y a du logiciel pour faire fonctionner un robot, il y a du logiciel pour organiser des activités, il y a du logiciel dans le bureau de poste. Il y a plus vraiment
de préposer à la poste pour te vendre des timbres, mais en revanche, il y a des automates, et dans ces automates, il y a du logiciel. Donc voilà, grosso modo, il y a toute une logicialisation de l'économie, de la production, qui nous est apparue tout à fait importante. Voilà. Ce qui nous a frappé en termes de santé et de sécurité, et qui est pas très commun, c'est que on a vu beaucoup de risques communs entre les activités industrielles et les activités de service. Alors ça peut paraître bizarre. Alors effectivement, il y a des risques qui sont spécifiques à l'industrie et des risques qui sont spécifiques au service, mais on a eu quand même l'impression que beaucoup de phénomènes communs étaient à l'œuvre dans ces deux secteurs d'activité. Alors, il se trouve que par ailleurs, ça correspond à un certain nombre de théories qui nous expliquent que l'industrie, elle est en train de se servicialiser, qu'il y a qu'on produit plus de la même façon, puisque maintenant on produit avec dans l'idée de commercialiser, mais commercialiser juste ce que le consommateur veut et ce genre de choses. Donc c'est peut-être un hasard, mais je pense pas que ce soit un hasard. On arrive en fait à une sorte de fusion des risques, une sorte d'homogénéisation liée à une homogénéisation de l'organisation de la production dans l'industrie comme dans les services. C'est-à-dire que l'évolution, enfin en tout cas les pratiques ou les méthodes de production ou d'organisation de l'industrie, en tout cas de l'industrie, se sont finalement calqués, se sont calqués sur l'industrie des services, et on assiste à un découpage, en fait, on va dire, des activités, du travail. Alors peut-être pour mieux l'expliquer, je vais prendre un exemple. Peut-être ça parlera davantage. Dans l'industrie, on assiste à une accélération des rythmes de production, c'est-à-dire que ça change de plus en plus vite, et quelquefois au dépend de la réflexion. On assiste aussi à une procédurisation des modes de travail, c'est-à-dire que tout doit être fait selon les politiques qualité, selon des normes et ce genre de choses. On assiste aussi, alors ça Caselli, Caselli le décrit tout à fait bien, à une parcellisation des tâches de façon à les rendre plus facilement exécutables par des machines qui pourraient venir en remplacement des humains, ou au moins qui seront alimentés par des hommes, c'est-à-dire l'homme au service de la machine plutôt que la machine au service de l'homme. Donc ça on l'a vu dans l'industrie, et donc c'est des phénomènes assez généraux qui sont assez bien décrits, avec une remise en question des rythmes de travail, puisque maintenant le client étant roi, il faut faire fonctionner les unités 24 heures sur 24, et puis déjà des débuts de fractures technologiques entre ceux qui bénéficient parfaitement des technologies de l'information et de la communication, qui ont généralement un niveau élevé, un niveau d'éducation élevé, et puis des gens qui n'en bénéficient pas, voire qui en sont victimes, puisque ce sont des gens avec des qualifications relativement faibles. Leur adresse est mise au service de la machine. Donc on voit bien donc cette fracture dans l'industrie. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'on voit la même dans les services. Alors je vais décrire un algorithme qui est encore qui est pas seulement un algorithme universitaire, qui a déjà trouvé des applications dans la production. Voilà. Donc cet algorithme, il s'appelle Foundry, il a été développé par l'université Stanford en Californie, et ce qu'il permet,
c'est de faire travailler en mode projet des gens qui ne se sont jamais rencontrés et qui vraisemblablement ne se rencontreront jamais. En tout cas, la probabilité est extrêmement faible. Alors, je vais décrire ça rapidement. Une entreprise a besoin de réaliser, ça c'est un cas réel, elle a besoin de réaliser une application pour smartphone qui sera mise à la disposition de l'équivalent du SAMU américain pour que quand il ramasse quelqu'un sur le bord de la route ou à son domicile, on ne perde pas de temps pour transmettre ses données de santé à l'hôpital qui va l'accueillir 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes après pour que tout soit prêt pour qu'il soit traité rapidement. Donc, cette application, elle a été développée avec l'algorithme Foundry. Alors, quel est le principe de l'algorithme Foundry? Ils ont nommé un chef de projet, ça c'est classique, mode projet. Ce chef de projet, il a fait une première analyse de la question qui lui était posée. Et il a déterminé qu'il avait besoin de personnes en développement informatique, il a déterminé qu'il avait besoin de personnes spécialisées dans le développement pour certains smartphones, il a déterminé qu'il y avait un certain nombre de données confidentielles qui seraient transmises et que donc il fallait se border juridiquement. Enfin, il a fait une analyse du sujet qui lui était confié. Il confie cette première analyse à l'algorithme et le boulot de l'algorithme à ce moment-là, c'est de lui trouver des gens pour faire le boulot. C'est-à-dire que l'algorithme, sur la base de l'analyse qui est fournie par le chef de projet, va définir, disons, quatre tâches prioritaires à effectuer, comme on le ferait dans un projet normal. Simplement, au lieu de passer par une fonction RH classique, l'algorithme, il va aller piocher dans des banques de données de personnel, et de personnel indépendant, enfin d'indépendants. Et en fonction des besoins pour le développement de cette application, et en fonction de ce que les experts ont renseigné dans les banques de données, il va établir une liste de, disons, 20 personnes par ordre prioritaire qui lui semble répondre aux besoins de fabrication de l'application. Il va hiérarchiser ça et immédiatement, il va envoyer une proposition de travail qui va généralement, une tâche qui va durer entre 2 et 5 heures, au premier de la liste. Le premier de la liste, qui peut être à Hawaï, comme au Burundi, comme au Canada, va recevoir, par le miracle des fibres, va recevoir une proposition d'emploi. Il a 10 minutes pour se prononcer. Ou bien il accepte, et il doit commencer à travailler tout de suite, ou bien il refuse, et l'algorithme sollicitera le suivant sur la liste. L'expérience montre que la plupart des gens acceptent, et acceptent rapidement, puisque la moyenne pour trouver une personne pour effectuer la tâche, c'est entre 12 et 15 minutes. Donc, les gens ont une véritable appétence, puisqu'encore une fois, pour voir un poste en 12 à 15 minutes, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et alors, à ce moment-là, la personne qui a accepté va recevoir les instructions et va devoir rendre sa copie rapidement, évidemment par voie électronique. Sa dernière tâche consistera à évaluer le travail qui lui a été fourni. C'est-à-dire, est-ce que la méthode qu'on lui a suggérée était la bonne? Est-ce que les données qu'on lui a fournies étaient suffisantes? Est-ce qu'elles étaient bien ordonnées? Enfin, il y a un jugement qui est porté. Donc, les données remontent au chef de projet. Je rentre pas dans les détails, c'est un peu complexe, mais sur la base de ces premiers résultats, il va y avoir une première synthèse
qui va générer d'autres tâches. Et on est reparti pour une embauche, encore sur une mission à durée très très déterminée, de 2 à 5 heures, pour avancer dans le projet, et ainsi de suite. Bon, tout ça, ça peut paraître de la science-fiction, sauf que le travail, là, il a été fait en 6 semaines, et que l'application a été jugée comme d'un niveau au moins égal aux produits déjà disponibles sur le marché. C'est-à-dire que non seulement ça fonctionne, techniquement, non seulement des gens adhèrent, mais en plus, c'est bien. Ce qu'ils font, c'est bien. Et c'est tout à fait vendable. Alors, moi, j'aurais rien contre ce genre de pratique, ce genre de technique, mais quand même, quelque part, il y a un préventeur qui sommeille au fond de moi. Et donc, ce que je vois, je vois dans un premier temps que ces travailleurs et ces travailleuses, ils sont payés par des applications style PayPal. Et donc, tout ça se fait sans cotisation sociale. Et donc, sans cotisation sociale, il n'y a pas de système de prévention de risques professionnels. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois, c'est que ces gens peuvent être convoqués à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, n'importe quel jour de la semaine, et qui doivent répondre très rapidement. Donc, s'il s'agit d'une activité qui va apporter quelques pourcents du revenu, c'est pas très très grave, mais si demain ça devient l'activité principale, la séparation vie privée, vie professionnelle, elle va quand même en prendre un sacré coup. La troisième chose que je vois, c'est que chacun est tout seul devant sa tâche, sans moyen d'échanger avec des collègues qui seraient confrontés au même problème au même moment, ou qui auraient déjà été confrontés à ce genre de problème. Donc, collectif de travail, et en matière de santé, sécurité au travail, c'est extrêmement important, ça n'existe plus. Et donc, peut-être l'apparition de risques psychosociaux, enfin, ce genre de choses. Donc, on voit bien que tout ça est profondément dérangeant. Enfin, dérangeant au sens où ça va déranger les habitudes de travail, où ça peut déranger les habitudes de vie, et où on voit pas vraiment quelle prévention de risques professionnels on peut mettre en place, puisqu'encore une fois, chacun va être dans sa bulle. Alors après, ça peut être des choix individuels. Moi, je comprends tout à fait que des gens aient envie de travailler comme ça. Je ne suis pas certain que ça soit idéal pour tout le monde. Alors, tout ça, c'était pour arriver à la conclusion que le travail à la tâche, le travail parcellisé, c'est pas seulement pour l'école bleue, c'est pas seulement pour des gens qui n'auraient pas une grosse formation. Ça peut être vrai aussi pour des experts, parce que pour l'instant, ce sont des gens de plutôt haut niveau qui sont embauchés dans ce genre d'activité. Voilà, donc c'est à mon sens quelque chose qui montre que ces phénomènes, ils dépassent le secteur secondaire versus le secteur tertiaire. C'est déjà à l'œuvre partout. Donc, je crois que ça, c'est très, très important, quoi. Alors, tout à l'heure, justement, en parlant de ces tâcherons, un petit peu, tu faisais référence à Antonio Casilli, qui est un sociologue qui a publié récemment, En attendant les robots, c'est une enquête sur le travail du clic paru au Seuil. Donc, on reverra les personnes intéressées à la lecture de cet ouvrage. Finalement, il y a pas grand-chose de... Enfin, j'ose cette provocation, mais il y a pas grand-chose de nouveau. On retrouve un petit peu, finalement, le découpage d'une tâche complexe en micro-tâches. Ça nous rappelle les ingénieurs méthodes du temps de la taylorisation, du Fordisme, par exemple. Simplement, aujourd'hui, le fait est que ce ne sont plus des ouvriers dans une chaîne d'assemblage automobile avec un collectif, etc. C'est des gens disséminés partout sur la planète, effectivement, comme tu l'évoquais. Bon, mais en matière de division du travail, de segmentation des activités, il y a quelque chose finalement d'assez
historiquement connu. C'est le retour des tâcherons. Ouais, tu as raison, c'est le retour des tâcherons. Pour autant, en matière de prévention des risques professionnels, on n'a rien contre monsieur ou madame qui est tâcheron, mais on a quand même beaucoup de réticence face à ce système qui généralement ne prévoit aucune prévention. Hein. Donc c'est pas du tout intéressant. Alors quant à la référence que tu fais au taylorisme, oui, c'est peut-être du taylorisme 4.0, mais c'est effectivement du taylorisme qui se met en place. Et il y a un livre, bon, je n'ai pas les références en tête là, mais qui décrit l'industrie du futur italienne et qui arrive à cette conclusion en disant, bah oui, on retrouve les principes du Fordisme, on retrouve les principes du taylorisme, sauf que c'est sur un mode où on demande aux gens une adhésion complète à la politique de l'entreprise, alors qu'il n'y a plus d'entreprise, mais il faut quand même adhérer, et où il n'y a pas vraiment de moyens d'échange entre les gens, quoi, hein, puisqu'encore une fois, les collectifs de travail, alors je suis désolé d'insister là-dessus, mais les collectifs de travail, ils sont complètement atomisés dans l'affaire. Or, une évaluation des risques, on sait bien que ça se construit sur un collectif de travail, des installations de prévention des risques professionnels, ça se construit à travers le dialogue avec un collectif de travail, et donc il y a à repenser, alors je parle pour nous préventeurs, hein, il y a à repenser notre façon de travailler. Alors, c'est pas trahir de grands secrets, mais avec quelques collègues, on réfléchit à qu'est-ce que pourrait être la prévention des indépendants dépendants. Alors, tout à l'heure, on a parlé de notre exercice plateformisation 2027, où on arrive à un paradoxe, c'est-à-dire que les travailleurs sont des indépendants. Donc logiquement, ils doivent mettre en œuvre leur propre protection. Ils sont théoriquement maîtres de la façon dont tu travailles, mais pratiquement non. Ils sont, je vais pas dire pieds et poings liés parce que ça serait péjoratif, mais ils sont complètement tenus par la plateforme, qui n'est pas pour autant leur employeur. Donc je pense qu'il y a un moment, si ces activités se développent, il va falloir réfléchir à une prévention qui associe l'indépendant, qui associe la plateforme, qui associe peut-être aussi le consommateur, je sais pas, mais il va falloir y réfléchir. Alors c'est aussi fait pour ça la prospective, c'est peut-être sur la base de nos travaux que ces idées-là nous viennent, quoi. Donc c'est vraiment, en fait, c'est aussi un des objectifs des travaux, c'est-à-dire que finalement la société, dans toutes ses composantes, se saisisse un petit peu de ces évolutions et en identifie entre guillemets les travers, ce que tu viens finalement de nous décrire, pour essayer de mettre en place des formes d'organisation qui ne soient plus basées sur quelque chose qui historiquement était construit sur la base d'une organisation de la société et du travail qui aujourd'hui, ou en tout cas demain, ne sera plus celle que l'on connaît. Donc ce que tu indiques là avec finalement la multiplication de travailleurs indépendants, ça remet effectivement en cause la prévention de manière générale, telle qu'on la connaît et qui aujourd'hui est de la responsabilité de l'employeur qui paye, on va dire, des cotisations à la direction, enfin, des cotisations, ce qu'on appelle AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle, toute une partie sert à la prévention. C'est ça finalement, c'est quelque part, c'est amener à une réflexion pour qu'il y ait une évolution de ce système-là. Alors, la présentation que j'ai faite, elle est évidemment à la serpe, hein, puisqu'il s'agissait de montrer les choses. Les choses sont évidemment beaucoup plus nuancées que ça, et puis elles se mettent en place progressivement. Mais il y a effectivement, à mon sens, la nécessité d'engager un débat de société, quoi. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Comment on va l'accompagner? Comment on va faire évoluer les choses par le dialogue, hein. Je veux dire, s'il y a un endroit où les partenaires sociaux dialoguent, c'est bien sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Enfin, c'en est même, à mon avis, c'est même ce qui est un des endroits les plus représentatifs, quoi, là-dessus. Bon. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que ces questions-là, elles pénètrent, on va dire, le champ des discussions dans la société, et puis elles interrogent, on va dire, notre modèle juridique, puisqu'il y a un certain nombre
maintenant de décisions de justice qui ont été rendues, notamment sur les travailleurs des plateformes, là, les livreurs à vélo, puisque aujourd'hui un certain nombre d'entre eux demandent finalement à être considérés comme des salariés. Alors moi, j'ai pas d'opinion là-dessus, c'est un débat juridique. Ce que je vois en revanche, c'est que dès maintenant, alors on le voit bien entre Uber et les taxis, c'est que le développement du modèle Uber a déjà eu des conséquences sur les conditions d'exercice du métier de taxi, avec des clients qui demandent des choses aux chauffeurs de taxi que les chauffeurs Uber leur offrent spontanément, alors que c'est pas dans les habitudes de taxi, y compris, on a travaillé là-dessus avec Marc Malenfer et d'autres collègues, y compris des clients qui disent à des chauffeurs de taxi, mais pourquoi vous prenez pas ce sens interdit sur 25 mètres là pour me déposer au pied de chez moi, parce que le chauffeur Uber il le fait. Alors donc le chauffeur Uber il le fait peut-être, mais moi taxi je le fais pas. Mais pourtant déjà il y a une pression du consommateur sur le chauffeur de taxi pour qu'il le fasse. Alors ça peut paraître anecdotique, mais la longueur des journées de travail des chauffeurs de taxi, elle a augmenté. Enfin voilà. Et donc on est même si les phénomènes de plateforme par exemple sont encore extrêmement marginaux, ils ont déjà une influence sur les conditions de travail des gens qui sont encore dans un système classique. Et donc on a ipso facto, on a déjà l'obligation, en tout cas, de s'y intéresser, parce que déjà, ce sont des éléments agissants sur les conditions de travail de tout le monde, quoi. Même si c'est 1 ou 2% de la population travailleuse, une part non négligeable des 97 ou 98 autres pourcents vont être impactés plus ou moins directement, plus ou moins fortement, mais vont être impactés. Alors, on n'avait pas prévu d'arriver là-dessus, mais comme on est sur les plateformes, on avait discuté un petit peu au moment de la préparation de ces nouveaux métiers, comme les gens qu'on appelle les juicers, là, ceux qui rechargent un petit peu qui rechargent d'ailleurs les trottinettes chaque nuit, des trottinettes électriques que les gens vont utiliser après dans la journée. Bon, et puis qui finalement sont des gens relativement invisibles, comme d'autres personnels, par exemple le nettoyage, des gens qui font le ménage dans les bureaux, qu'on ne voit pas, mais qui la nuit en fait travaillent. Vous avez travaillé là-dessus. Quel type d'enseignement vous avez au regard de la santé et sécurité de ces personnes? Alors ça, c'est un exemple absolument extraordinaire, parce qu'on a vu arriver, mais du jour au lendemain, sur les trottoirs à Paris, puis dans quelques grandes villes de province, on a vu arriver des trottinettes. Bon, c'est bien, ça permet de se déplacer, mais ces trottinettes, comme tu le dis, elles sont électriques, et donc il faut effectivement les recharger la nuit. Alors, juste un truc, ça se prévoit pas dans la prospective? Eh ben, en tout cas, nous, on s'y est pas intéressé. Alors, nous, on l'avait pas vu. Enfin bon, pas vraiment, on rentre pas à ce niveau de détail généralement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un phénomène qui est apparu du jour au lendemain. Or, on a fait une analyse de ces affaires-là et en 2 mots, les juicers là, ils sont chargés de ramasser les trottinettes en fin d'après-midi, en début de soirée, et de les remettre en place le lendemain matin chargées. Alors comme ça paraît anodin. Ben ouais, mais sauf que c'est pas tout à fait anodin, parce que pas tellement en France, mais en tout cas aux États-Unis, on l'a déjà vu, une course à la trottinette, enfin au ramassage de la trottinette, puisque c'est évidemment du travail à la tâche. Si je ramasse 12 trottinettes, je suis pas payé comme si j'en ramasse 2. Et donc il y a eu des bagarres, voilà, des bagarres entre juicers aux États-Unis, des gangs même qui ont commencé à s'intéresser à ces choses-là. Donc ça change déjà les conditions de travail quand même, quoi, un peu. Après, restons dans une atmosphère un peu pacifiée. Je suis juicer, je vais récupérer une 12aine de trottinettes. Ces trottinettes, il faut que je les ramène chez moi. Donc c'est mieux d'avoir une voiture. Et donc je vais charger une 12aine de trottinettes dans une voiture qui n'est pas du tout conçue pour ça. Voilà, un coup de frein et bing, une trottinette derrière la nuque, c'est vite pris, quoi. Je vais aussi être inclus dans un système où il y a une prime entre guillemets de risque, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont décidé de privatiser les trottinettes.
Et donc, il y a des trottinettes qui sont gardées dans des cours d'immeubles et ce genre de choses, et qui sont plus dans le système, ce qui n'intéresse pas du tout, évidemment, celui qui met les trottinettes sur le trottoir, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire, moi je vais l'utiliser qu'une heure par jour, je vais la garder 7 jours chez moi, et donc elle sera utilisée 7 heures sur 7 jours, le temps de vider la charge, alors que l'objectif du dealer de trottinettes, c'est qu'elle soit utilisée 12 heures ou 15 heures par jour, quoi. Et donc il va y avoir une prime pour le juicer qui va récupérer la trottinette qui est dans un endroit inaccessible. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour arriver dans cet endroit inaccessible? Là, potentiellement, il y a d'autres risques professionnels. Alors, il a ces 12 trottinettes, il a rien pris, il y en a pas une qui l'a percuté de la nuque, il s'est pas fait tirer un coup de chevrotine en récupérant une trottinette dans une cour. Non, ça va, il arrive chez lui. Et donc, le dealer de trottinette lui a fourni tout ce qu'il faut en matière de prise. Moi, je suis pas sûr que son installation électrique elle soit prévue pour recharger 12 trottinettes pendant la nuit. Donc là, voilà, on voit de nouveaux risques. Et donc, non, on voit pas de nouveaux risques. En fait, tous ces risques-là, on les connaît déjà. C'est-à-dire violence au travail, on connaît, les marchandises mal arrimées dans les camionnettes, on connaît, des gens qui passent par des lieux qui sont pas prévus pour le passage, on connaît, le risque électrique, on connaît, le risque d'incendie, on connaît, mais simplement, ça arrive dans des circonstances qui sont complètement nouvelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de prévention face à ça, quoi. Et donc, avec cette accélération à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, on se retrouve confronté à de nouvelles circonstances de risque pour lesquelles il n'y a pas de prévention. Avec, encore une fois, des juicers qui sont des indépendants. On n'arrive pas à les toucher, ces personnes-là. C'est-à-dire que comment, justement, on accède? Aujourd'hui, on n'arrive pas à les toucher. Demain, je pense qu'il va falloir les toucher. Je veux dire, aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir un système de sécurité sociale quasiment universel. S'ils ont un accident en faisant ce boulot-là, qui va être un accident professionnel, aujourd'hui, il va être pris en charge par le régime général. Il y a quelque chose qui colle pas, là, Il va falloir que celui qui est responsable de l'accident, responsable directement ou indirectement, quelque part, il paye la réparation. Donc on est confronté à un système qui évolue très très rapidement, avec des nouveautés technologiques qui apparaissent tous les jours, et qui sont susceptibles de mettre à mal un système de prévention, un système, alors prévention en santé publique comme en santé professionnelle, qui n'a pas été prévu pour évoluer aussi vite. Donc ça, effectivement, il faut y réfléchir. Ça passe plus que par la mission veillée prospective de l'INRS, par un débat social. On a déjà évoqué cette question-là, mais demain, la seule certitude que j'ai, c'est que demain, des innovations technologiques comme ça, il va y en avoir d'autres. Et comment on va les gérer? Donc, je comprends bien finalement, mais à chaque fois je me fais l'avocat du diable ou je tente des provocations gratuites, mais simplement ce que je comprends moi, c'est que au-delà d'un nouveau service qui effectivement est arrivé d'un coup comme ça sur le marché, qui s'est développé à une vitesse énorme. Finalement, est-ce que ça pose pas la question de comment comment on fait de la prévention auprès des indépendants, puisqu'aujourd'hui, avec l'arrivée de ces nouvelles mises en relation, ces nouvelles formes de mise en relation entre un service et des gens qui produisent le service et des gens qui en bénéficient, on assiste à une augmentation en flèche du nombre de personnes indépendantes qui sont obligées finalement d'assumer le risque généré par ces nouvelles pratiques que n'assument plus les générateurs, on va dire entre guillemets, de ce risque qui sont les producteurs du service. Je ne sais pas si c'est bien clair. Ouais, en tout cas, je crois que j'ai compris. Alors,
Je voudrais quand même relativiser ton en flèche. Effectivement, ça concerne pas mal de gens, mais ça concerne 1 à 2% de la population au travail, quoi. Hein. Donc c'est pas non plus relativisons. Voilà, je veux dire, le CDI dans une entreprise classique, c'est encore largement majoritaire en France. Mais pour autant, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a forcément eu une influence, y compris sur les gens employés de façon classique. On a pris l'exemple des chauffeurs Uber par rapport au taxi. Alors après, moi, je peux pas répondre à ta question. Hein. Je veux dire, ça, ce sont des décisions politiques. Moi, je fais de la prévention technique. Enfin, voilà, même si elle est organisationnelle, des fois, avec les collègues, on fait une prévention technique. C'est pas à nous de nous prononcer sur des questions comme ça. C'est pour ça que il doit y avoir un débat là-dessus, hein, auquel on peut prendre part, mais c'est pas à nous de l'organiser, c'est pas à nous de décider, quoi. Mais alors, la question formulée autrement, c'est aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu technique ou de choses que l'on ne sait pas gérer en termes de prévention par rapport aux risques connus, mais qui surviennent dans un nouveau contexte. Si. Enfin, il faut sûrement réfléchir. Par exemple, on parle des logiciels des plateformes, des algorithmes des plateformes. On se plaint de leur opacité. Alors nous, ça nous intéresse pas de savoir comment ils sont construits, mais ce qui nous intéresse, ça serait peut-être d'y introduire un peu de prévention, quoi, hein, de faire en sorte que, parce que ça, j'ai vu le cas qu'un livreur de repas à domicile au mois de janvier 2018 se retrouve pas avec 8 ou 10 demandes à satisfaire dans l'heure qui vient, alors qu'il y a du verglas partout, et qu'à la fin, comme il y arrive pas, le régulateur, après avoir essayé de raisonner l'algorithme et n'y étant pas parvenu, dit écoute, puisque tu veux pas faire le boulot, moi je vais te déréférencer, quoi, hein. Alors ça, je veux dire, c'est une prévention un peu radicale, sauf que c'est pas du tout de la prévention des risques professionnels, quoi, hein. Non, on a besoin d'avoir des interlocuteurs pour modifier des pratiques. Alors simplement, aujourd'hui, ils veulent pas pour une raison très simple, c'est que ils ne veulent pas courir le risque d'être requalifiés comme employeurs. Donc ils veulent pas s'occuper de ça. Alors au niveau du gouvernement, il y a le fameux amendement Taché qui devrait résoudre ça. Bon, je me prononce pas là-dessus non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu complexe, mais il y a ce risque de requalification permanent qui n'aide pas à faire de la prévention. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez cynique, mais qu'il faut dire, hein, cette gig économie, dans sa grande majorité, elle n'est pas rentable. Elle n'est pas du tout rentable aujourd'hui, hein. On parle pas des pertes astronomiques d'Uber, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de start-up de la gig économie qui viennent sur le marché et puis dont l'objectif c'est de se faire une place suffisamment importante pour être achetées, parce qu'elles n'arrivent pas à l'équilibre économique, quoi, hein. Mais en revanche, elles veulent occuper le marché pour revendre leur technologie et ce genre de choses. Alors, ces gens-là qui manifestement sont là pour faire un coup, c'est même pas vraiment la peine d'essayer de leur parler de prévention de risques professionnels, quoi, hein. Ils sont là, ils ont beaucoup bossé, hein, ça, je dis pas le contraire, ils ont beaucoup bossé depuis 2 ans, ils ont mis en place l'entreprise concrètement 2 ans après, donc ça fait 4 ans, mais au bout de 4 ans, ils sont pas à l'équilibre économique et ils y arriveront probablement pas. En revanche, ils ont développé 2-3 technologies intéressantes. Donc leur objectif, c'est de rentrer, et puis l'objectif de ceux qui les ont financés, c'est de rentrer dans les sous et donc d'occuper le marché pour pouvoir se faire racheter par quelqu'un qui sera hégémonique. Parce que aujourd'hui, ce qu'on voit un peu, hein, dans cette gig économie, c'est que la seule rentabilité, on peut l'obtenir par l'hégémonie. C'est-à-dire que le jour où on est le seul sur le marché, là, c'est un peu facile de changer les prix et puis d'avoir des vrais prix révélateurs de ce que ça coûte, quoi. Mais en attendant, tu te trouves confronté à des gens... voilà, la prévention, ça les intéresse pas. Alors cela dit, quand on a fait l'exercice prévention 2027, là, plateformisation 2027, pardon, on a dialogué avec
je ne vais pas les citer plus, si, La Poste par exemple, hein. La Poste qui rachète pas mal de start-up et qui dit mais oui, mais nous on veut faire de la prévention, on va faire de la prévention. Donc il faut pas non plus noircir le tableau. On a vu aussi des plateformes de bricolage qui nous ont dit on est assez prêt, on est même tout à fait prêt à faire passer des messages de sécurité. Alors, ce qui nous intéresse parce que, alors certes c'est pas notre métier directement, ça n'était pas notre métier directement puisque c'était des indépendants, ça a un peu changé depuis l'année dernière, mais c'est pas une population auprès de laquelle on réussit à faire passer facilement des messages de prévention. Alors si des plateformes sont prêtes à nous aider, nous on est très très intéressés, hein, voilà. Donc il y a manifestement beaucoup de contraintes et aussi beaucoup d'opportunités, quoi. On voit bien les enjeux de la prévention à la fois des petites et moyennes entreprises, ça on le savait déjà, mais effectivement sur la question des indépendants. Alors quand tu dis c'est notre problème depuis un an, tu fais référence, j'imagine, à l'intégration du RSI dans le giron de la sécurité sociale. On ne peut rien te cacher. Voilà, je dis ça, c'est pour les personnes qui seraient pas au courant et qui nous écoutent. Alors pour finir un petit peu et pour être dans la dernière ligne droite, la question à 100 balles, est-ce qu'on va tous être remplacés par des robots ? Alors là, écoute, on part pour 10 heures là, parce que j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Non, je vais plutôt raconter une histoire. J'aime bien raconter des histoires. Alors celle-là, elle est un peu gore, mais va falloir faire avec. Tout le monde a entendu évidemment parler de Tesla, hein, et puis des déboires du modèle 3, hein, le modèle qui est sorti maintenant il y a 1 an et demi. Donc c'est la voiture électrique, la Tesla 3. Voilà, donc la voiture électrique qui doit être accessible à tout le monde, accessible à tout le monde à $35,000 quand même. Pas tout à fait tout le monde, mais c'est quand même moins cher que les autres. Et qui a connu beaucoup de déboires. Il y a des déboires économiques alors qui ont été largement repris dans la presse. Bon, moi ça m'intéresse, mais ça m'intéresse moins que pour mon métier que les déboires technologiques et les déboires en matière de santé et de sécurité au travail. Ce qui est tout à fait passionnant, et vraiment passionnant dans cette industrialisation du modèle 3, c'est qu'Elon Musk a décidé qu'il ferait ça sur 2 chaînes de montage entièrement automatisées. Mais vraiment entièrement automatisées. Il ne doit pas y avoir d'hommes ou de femmes sur la chaîne. C'est une rupture complète par rapport aux habitudes de l'industrie automobile classique. Alors effectivement, l'industrie automobile classique, elle a introduit depuis des dizaines d'années des robots, mais c'est toujours dans une logique où il y a des hommes et des femmes qui peuvent travailler avec les robots ou travailler à côté des robots. Non, la logique d'Elon Musk, c'est pas ça du tout, c'est l'homme et la femme, ils sont pas faits pour travailler sur une chaîne de montage, ça doit être fait. Aujourd'hui, les robots peuvent tout faire. Donc ça, c'est le postulat d'Elon Musk qui a dit c'est le postulat. À un horizon, je sais plus. Non, c'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite maintenant. D'accord. Donc, et donc, il construit ces 2 chaînes de montage. Le problème, c'est que ça marche pas. C'est que les robots, il y a des réussites absolument magnifiques. Alors magnifiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des tâches qui mobilisaient 17 personnes, elles sont effectuées par 0 personne, quoi. Hein, et souvent en plus des tâches pénibles. Donc à la limite, moi, je peux que me réjouir que des hommes et des femmes aient plus à effectuer ces tâches techniques. Donc ça, il y a des réussites absolument fulgurantes. Et puis il y a des échecs non moins fulgurants, c'est-à-dire que y compris sur des tâches très très simples, du genre mettre un film de fibre de verre sur des accus, le robot il y arrive pas, mais il y arrive pas du tout. Et on a beau faire, redéfaire, refaire, et il y arrive pas. Alors comme il y a des actionnaires, comme il a prévendu plein de voitures, il faut bien que les chaînes elles fonctionnent. Alors il commence à y mettre des hommes et des femmes. Et puis comme ça suffit pas, il crée une 3e chaîne. Une 3e chaîne
Alors, j'ai pas vu, mais j'ai lu. Honnêtement, aucun constructeur n'accepterait d'avoir une chaîne comme ça. C'est une chaîne grosso modo bricolée, quoi. C'est-à-dire que en matière de santé et sécurité, c'est pas ça, quoi. Et ce qui est aussi tout à fait remarquable, c'est que sur les 2 premières chaînes, celles qui devaient être entièrement automatisées, il réintroduit des hommes et des femmes, mais il réintroduit pas les dispositifs de protection. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se retrouvent à respirer des isocyanates, parce qu'après tout, le robot, il respirait bien des isocyanates, donc pourquoi est-ce que l'homme ou la femme respirerait pas cet énergisant, enfin quand même, quoi. Et donc ça se traduit par une montée fulgurante des accidents du travail. Alors là, Elon Musk a une riposte tout à fait simple. Donc le système américain, c'est reconnu ou pas au niveau de l'entreprise, mais lui, au niveau du site, mais lui, il les reconnaît pas au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, tant que vous vous êtes pas cassé un bras ou une jambe, c'est pas un accident du travail, il appelle ça un accident personnel. Voilà, voilà. Et donc, je vous passe les détails, mais ça arrive à une 40aine de plaintes de l'inspection du travail, enfin l'équivalent de l'inspection du travail de l'État de Californie. Contre Tesla, contre Elon Musk. Alors tout ça passera devant les tribunaux, ça va être très long. Il va y avoir le système américain qui permet d'indemniser comme ça en loose day si on veut pas qu'il y ait jugement. Enfin voilà, tout ça va se faire. Mais grosso modo, ces chaînes-là, elles ont été conçues pour des robots uniquement. Il a fallu y réintroduire des travailleuses et des travailleurs, mais on a fait comme si les travailleuses et les travailleurs avaient les mêmes caractéristiques que les robots. Et ça, moi, ça me pose vraiment problème. Alors, ça me pose problème, et je vais un peu élargir les choses, c'est que moi, j'ai quand même le sentiment que aujourd'hui, un certain nombre, pas forcément beaucoup, mais un certain nombre d'industriels, alors que ce soit dans l'industrie ou dans les services, industrie au sens américain, là, on passait le pas, quoi. On sautait le pas. C'est-à-dire que au lieu de considérer que c'est l'homme qui est au centre de nos préoccupations et que les machines sont là pour l'aider, ils considèrent que la machine, mais aussi le logiciel, c'est devenu l'élément central et que l'homme ou la femme sont là pour les aider. Alors, encore une fois, je reviens au bouquin de Casilli, et c'est ce qui décrit assez bien en disant il y a des hommes et des femmes qui sont au service de l'algorithme, au service de la machine. Donc en Europe, pour l'instant, ça tient. Enfin, je pense. Enfin, on a encore un certain nombre de valeurs essentielles dans le domaine de la prévention. Mais je pense que quelque part, ça peut être en danger, quoi. Et alors, c'est vrai que Tesla, Elon Musk, c'est caricatural, quoi. Et que les règles sont pas les mêmes aux États-Unis en matière de prévention des risques professionnels. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que personne n'en parle, quoi. Alors, cet échec, tu veux dire ? Non, tout le monde parle de l'échec, mais personne ne parle des conséquences de l'échec sur les travailleurs et les travailleuses, quoi. Tous les accidents que tu nous as décrits, voilà, très graves. Voilà, donc il faut farfouiller. Au fond, dans des sites. Alors si c'est repris aussi dans la grande presse américaine quelquefois, mais c'est pas vraiment ça semble pas être une préoccupation majeure, quoi. Pourquoi ça casse le mythe de la robotisation qui est aidante ? Parce qu'il y a aussi des robotisations qui permettent d'éviter que des gens portent des charges lourdes et s'abîment, etc. Comme tu l'as dit, mais il y a des trucs magnifiques qui sont faits. Enfin, pour l'exercice, le dernier exercice là, économie circulaire, on a travaillé avec une entreprise là qui fait, alors je vais le dire de façon caricaturale, de la casse de voiture, mais en fait non, pas de la casse, qui récupère 97-98% de la matière. Et là, on a vu des réalisations robotiques absolument remarquables, quoi, qui préviennent magnifiquement les accidents, qui préviennent magnifiquement les risques de développement de TMS, et des choses comme ça. Il y a des choses extraordinaires. J'ai vu en région Auvergne, dans une industrie, alors qui est l'industrie de traitement des poulets, enfin le parage des poulets quand ils ont été abattus, l'aide absolument remarquable qu'une cobotisation peut apporter. On a aujourd'hui
beaucoup d'éléments qui permettent de diminuer la charge physique des hommes et des femmes. Et dans les années qui viennent, avec la miniaturisation des capteurs, la miniaturisation des actionneurs, la miniaturisation des sources d'énergie, on a potentiellement des moyens d'améliorer les conditions de travail, de diminuer les risques professionnels qui sont extraordinaires. Encore une fois, après, il y a des histoires de rapports de force, quoi. Tout ça va coûter de l'argent, évidemment. Et donc, est-ce que derrière, il va pas y avoir, je vais équiper telle personne d'un robot d'assistance physique pour l'aider dans sa tâche. Ah, puis zut, 2 ans après, tout le monde a équipé la personne d'un robot d'assistance physique pour l'aider dans sa tâche. Et du coup, pour être rentable, je vais peut-être augmenter un peu la cadence, quoi. Enfin voilà. Donc, il y a les choses vont très très vite et je pense que ça va nous obliger. Alors, je suis peut-être un peu prétentieux là en prétendant en parler au nom de tout le monde, mais ça va obliger les préventeurs à revoir des techniques, des techniques d'intervention. Très bien, je pense qu'on a bien compris finalement tous les enjeux tenant à ces développements technologiques qui commencent vraiment à se... Je retrouve une note là d'Elon Musk. Elon Musk, finalement, il a reconnu que... Ah oui. Que l'automatisation, c'était pas si grande idée que ça. Il a dit oui, l'automatisation excessive chez Tesla était une erreur. Enfin, il l'a dit en anglais, lui. Pour être précis, mon erreur, les humains ont été sous-estimés. Et je trouve ça, mais je trouve que les humains ont été sous-estimés. Je trouve que c'est la phrase la plus extraordinaire une des phrases les plus extraordinaires que j'ai lues l'année dernière, quoi. Elon Musk, fondateur PDG de Tesla, dit les humains ont été sous-estimés, comme s'il n'était pas supposé connaître les humains, quoi. Je trouve ça, voilà. Ça, c'est un tweet qu'il a fait en avril 2018 en reconnaissant finalement l'échec de son usine. Alors l'échec qui est pas un échec complet, encore une fois. Je te dis, il y a des choses qui sont tout à fait remarquables, qui peuvent. Oui, il faut nuancer. Ouais. C'est-à-dire que il y a des opérations qui sont absolument révolutionnaires, quoi. Et s'il a réussi pour ça, moi je pense qu'il peut réussir sur tout. Mais il a sous-estimé les humains. Et il a sous-estimé les humains. Ça serait peut-être bien qu'il les remette à leur juste place. Ce sera la conclusion ou tu veux rajouter quelque chose ? Non, ça va, la voix a tenu. La voix a tenu. En tout cas, je te remercie beaucoup, Michel. Salut.